Et puis, la dernière série du jour, du premier tour. Donc, Minnesota contre Phoenix. On va terminer par ça. Je ne sais pas quoi en penser. Voilà, pronostic, j'abandonne. J'abandonne complètement. Je vais juste vous donner des points clés et des points de bascule, mais sans vous dire quel point de bascule va être le primordial et surtout de quel côté chaque point de bascule va basculer, justement. Ça, je suis incapable de vous le dire. Mais plusieurs points, en tout cas. Où est-ce que ça peut se jouer? Je suis incapable de vous dire comment ça va se jouer, comment ça va se faire au final. Mais je peux essayer d'expliquer quels sont pour moi les points de tension autour duquel ça va se jouer, précisément. Alors, premièrement, l'état de forme, on va dire, ou les régularités versus irrégularités des Suns. Je sais que je suis un des derniers. Je suis un des derniers à croire aux Suns. Vu qu'ils sont 6e, donc, cette année, ils ont été longtemps dans le play-in. Il y a un côté un peu catastrophisme de « Oh là là, ils ont recruté 3 mégastars et pourtant, ils sont 7e. 3 mégastars, tu devrais être premier de conférence à 75 victoires. » J'exagère un peu, mais tout de même, il y a un peu cet effet. Je suis un des derniers à beaucoup les aimer, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'aime beaucoup parce que les bons passages sont très bons. Les excellents passages sont vraiment, vraiment excellents. Mais bon, voilà, on peut pas s'arranger avec la réalité, on peut pas juste regarder ce qu'on a envie de regarder. Il y a aussi le fait que ils sont pas toujours excellents. Il n'y a pas que des bons passages, justement. Les bons sont très bons, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de passages plus moyens. Donc ça, c'est évidemment à prendre en compte. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je pense que c'est aussi lié à l'attaque et au profil qu'on a. C'est-à-dire que c'est une attaque qui parfois peut avoir tendance à ronronner parce qu'on a affaire à des tough shot makers. Comprendre en vérité dans cette expression tough shot taker. Hein, quand on est tough shot maker, en général, c'est pas tant qu'il les met souvent, mais qu'il les prend. Bon, en l'occurrence, là, avec Phoenix, ils les mettent aussi, hein, tough shot maker. Mais voilà, on a aussi ce côté de parfois ronronner parce qu'on aime bien le petit pull-up à mi-distance, on aime bien l'isolation un peu statique, on aime bien. Voilà, on n'est pas sur de gros créateurs de décalage incroyables à la Doncic, à la Jokic ou des mecs comme ça. On n'a pas affaire à des mecs qui vont casser une défense, qui vont perturber, créer un chaos incroyable. Non, on est plutôt sur une escouade de profil, notamment les stars, qui aiment bien un peu prendre leur petit tir tranquille, quoi. Et comme dit, hein, comme répété souvent, parfois entre un bon match et un mauvais match de Kevin Durant, il n'y a pas de différence. C'est juste que le tir à la fin il rentre. Mais dans la physionomie des tirs pris, c'est un peu les mêmes, quoi. C'est un peu les mêmes. Et des fois, on va dire, non, le match est nul, il prend que des ISO pull-up un peu statiques où il crée rien. Ça, c'est le mauvais match. Et puis le bon match, je pense aux chasseurs, là. Je pense aux chasseurs des inconnus. Et puis le bon match, il est sur isolation, il fait son jab step, il prend le pull-up contesté, mais il le met, quoi. Mais bon, c'est un bon match, quoi. C'est un bon match de KD. Je commence à partir dans tous les sens. Il est temps que ce podcast se termine. Mais non, voilà, il y a un peu ce côté-là avec l'attaque des Suns. Les mauvais côtés, c'est ça. Les bons côtés, pour moi, c'est qu'on a vu des séquences de partage de balles assez, j'allais dire assez dingues. Peut-être pas, mais en tout cas, une synergie offensive, excellente. Et notamment sur des line-up en small ball et en spacing maximal, hein, je veux dire. On a vu ça. Et puis aussi, même, avec du Nurkic. Jusuf Nurkic en point focal de l'attaque, non pas en tant que scoreur, mais en tant que un peu distributeur, où on lui donne la balle au poste haut. Et Nurkic est un excellentissime partenaire, notamment à Kevin Durant. Durant qui va pas être le gros driver, le gros dribbleur, le gros créateur de chaos. Par contre, Kevin Durant, tourné autour d'un Nurkic qui fait des dribble end-off, qui peut faire des passes par-dessus, depuis le poste haut, des trucs comme ça, il le fait beaucoup. Donc ça, c'est bien. Plus aussi, on a mine de rien une bonne escouade de connecteurs, comme on dit. Donc des gens qui sont pas forcément des créateurs de décalage, mais qui vont amplifier le décalage. Et là, je pense à un Grayson Allen, évidemment, qui quand il y a un petit décalage, il reçoit la balle, il attaque le close-out, il fait l'extra passe. Je pense aussi à un Royce O'Neal, excellentissime dans l'exercice également. On peut penser à Josh Okogie aussi, dans une certaine mesure, même si lui, il n'a pas le shoot, mais c'est un peu du liant. On peut dire que Booker ou Bradley Beal aussi, ils peuvent un peu jouer ce rôle de connecteur quand ils n'ont pas la balle. Donc j'attaque un close-out et je redistribue, je fais l'extra passe, etc. Donc vraiment, les bons passages de Phoenix sont très bons. Et le truc, c'est que ça manque un peu de créativité tactique. Je trouve, hein, cette saison, c'est un peu simpliste, non, mais ça manque. On n'a pas totalement déverrouillé le dernier niveau, si vous voyez un peu ce que je veux dire, en termes de waouh, vu le matos, on peut faire des pick and roll Kevin Durant, Kevin Booker, on peut faire des trucs hyper créatifs avec d'un côté, on a Kevin Durant avec Nurkic et de l'autre, on a un double écran pour Bradley Beal
et Devin Booker, et du coup ça occupe le côté faible, et donc ça libère totalement Kevin Durant de l'autre côté qui peut faire son drive tranquillement, voilà, etc., etc. Je trouve que tactiquement on n'a pas une créativité qui est folle cette saison, du coup on n'a pas débloqué un peu ce dernier niveau en fait, ce dernier level. Tiens d'ailleurs, dans les connecteurs j'ai oublié Eric Gordon, hein, évidemment, mais Eric Gordon rentre là-dedans aussi, shoot plus pass plus drive de connexion. Mais voilà, c'est un peu tout le problème, c'est que, et je pense que c'est un peu aussi pour ça qu'on ne le voit que de manière parfois un peu épisodique, ces excellents Suns, c'est que ça vient un peu de manière improvisée pour caricaturer, hein. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas noir et blanc, mais il y a un peu ce côté où on n'a pas une vraie motion offense, on n'a pas une attaque extrêmement complexe qui pourrait tirer profit de la gravité de shooter de l'un, de l'autre, etc., etc. Mais pour moi, il y a une vraie force de frappe. Donc, il y a une force de frappe par le fond de jeu proposé, et puis une force de frappe également par le shotmaking. Parce que là, on ne parle pas d'une saison régulière. On ne parle pas de 82 matchs. Là, on parle d'une série au meilleur des 7 matchs, et donc possiblement une série qui peut être en 7 matchs, mais aussi 6, peut-être même 5. Donc, sur un échantillon aussi court, le shotmaking, la capacité à rentrer ces tirs parfois un peu compliqués, ou même les tirs ouverts, ça peut faire toute la différence. Et donc c'est là-dessus aussi où en un sens le match-up est pas génial pour les Timberwolves, parce que défensivement on a affaire à la meilleure défense de NBA dans à peu près tous les compartiments du jeu, hein, c'est-à-dire défense au point d'attaque, défense sur l'aile, défense off-ball des ailiers, défense intérieure avec le meilleur défenseur de NBA, Rudy Gobert, en termes de dissuasion, en termes de effacer les tirs au panier, en termes de il peut jouer sur pick and roll, en termes sur du drop, il peut jouer aussi loin du pick and roll dans un rôle de safety, on aime bien le garder dans ce rôle-là. Bref, la défense est incroyable, mais avec Phoenix, il suffit de 3-4 matchs où il y a un shotmaking dingue et ça passe, quoi. Et vraiment, ça passe. Et je dis ça parce que, notamment, je pense que la défense des Wolves, elle protège et elle verrouille extrêmement bien la raquette, et notamment le drop de Gobert sur pick and roll, il va rester très bas sur l'écran, il va concéder le tir à mi-distance. Or, que se passe-t-il quand tu donnes ce tir à mi-distance? C'est bien parce que c'est un tir moins rentable en moyenne que les tirs au panier ou à 3 points. Mais là, on parle de en moyenne. Sauf que là, tu n'affrontes pas la moyenne, tu affrontes l'élite des tireurs à mi-distance, Devin Booker et Kevin Durant notamment. Bradley Beal est aussi pas mal, hein, mais Booker et Durant notamment. Vraiment élite de chez élite là-dessus. Et tu ne parles pas de rentabilité globale à l'échelle d'une saison, tu parles de 5, 6, 7 matchs. Donc, oui, c'est rentable à une plus grande échelle et quand on dézoome, et sur une stratégie globale. Mais qu'est-ce qui se passe en match si d'un coup, sur ce pick and roll, tu as Durant et Booker qui, sur un match, sur une mi-temps, te mettent 12 tirs à mi-distance en sortie du pick and roll sur 17. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la théorie, elle est toujours bien gentille, la théorie. Mais après, il y a toujours le côté humain et le truc de est-ce qu'on s'ajuste? C'est pour ça que on peut prendre un autre exemple, hein, le côté certains mauvais shooters. En fait, un mauvais shooter en playoff, il commence à en mettre 1, 2, 3, 4 tirs. Au bout d'un moment, il y a beau avoir marqué sur le scouting report et sur le plan de jeu, mauvais shooter, laissez-le ouvert. Au bout d'un moment, et c'est pas que les joueurs, mais même les coachs vont vouloir s'ajuster. Donc je me pose aussi la question de à quel point est-ce que le shotmaking va pas faire gagner des points littéralement, déjà, premièrement, mais aussi à quel point est-ce qu'il va arriver à les faire sortir de certains schémas. Vraiment, pour moi, ça me paraît pas dingue. Et puis notamment le fait que, voilà, on parle d'avoir le petit pull-up contre Gobert. Qu'est-ce qui se passe aussi si les Wolves essayent de garder Gobert en safety défensif, donc pas impliqué sur le poseur d'écran, mais plutôt son match-up, il va rester dans le corner pour rôder en libéraux, rôder autour du panier, premièrement. Donc là, tu as une stratégie où tu te dis, on le garde en safety défensif pour protéger le panier, on verrouille le panier, mais que se passe-t-il si il n'y a même pas besoin d'aller au panier parce que Durant, Booker et Beal, ils mettent tout leur pull-up à mi-distance sur ISO ou sur pick and roll. Du coup, ouais, la menace de Gobert à l'intérieur, elle est moins grande, quoi. Et du coup, même presque, elle sert à rien. Si tu as ce shot-making à mi-distance, en face, tu dis, ok, on a verrouillé le panier, mais sauf qu'ils ne viennent pas au panier. Donc bon, c'est aussi un point à prendre en compte. Et non, ce que je voulais dire aussi, c'est quid si on laisse Gobert en roamer, en libéraux défensif, si ça se trouve, c'est simplement Phoenix va vouloir attaquer
Towns. Eux, ils vont dire, ok, pas de problème, vous voulez garder loin de l'action Gobert, ok, nous, on va aller chercher Towns. Et Towns, il va pas forcément faire du drop, hein, pas forcément, mais il va faire peut-être des prises à deux, du edge un peu plus haut. Parce que voilà, Towns, il a pas les outils pour faire du drop. Je pense pas. Enfin, en tout cas, on l'a connu en carrière. Il n'a pas les mêmes outils défensifs que Gobert. Donc, lui, pour rester en retrait, protéger le panier, etc., c'est pas son fort. Donc, on l'utilise sur d'autres couvertures défensives. Mais donc, que se passe-t-il si d'un coup, Phoenix veut cibler Towns et donc il y a des prises à deux et que derrière Booker, il est capable de ressortir sur ces prises à deux? On l'a vu, hein, on l'a même vu dès le premier match de la saison. Premier match de la saison contre les Warriors. On se disait, ouais, est-ce que point Booker en meneur, etc. Money time contre les Warriors. J'en ai fait une vidéo, si vous voulez la voir sur la chaîne. Une vidéo, et on voit que, non, masterclass de playmaking, vraiment de manipulation de défense de Booker. Donc, premièrement, si on fait du edge, et si on fait des traps, donc des couvertures agressives, si ça se trouve, Booker ou d'autres, ou Bradley Beal, peuvent totalement trouver la solution et le joueur ouvert à cause de ça. S'il y a 2 contre 1 sur le ballon, il y a un joueur ouvert. Donc voilà, premier défaut. Autre couverture possible, partir sur du switch, mais sur du switch, je pense que des Booker, des Kevin Durant, mais surtout aussi des Bradley Beal et son premier pas et son drive, beaucoup plus impactant sur drive que sur pull-up. Bradley Beal, le meilleur driver des trois, à mon avis. Bradley Beal, il peut aller au panier assez facilement, en tout cas relativement facilement face à Towns. Après, vous me direz, il y aura Gobert derrière, mais ça peut s'imaginer. Et voilà, plus globalement, tu peux aussi utiliser des pick and roll entre petits. Voilà, le Devin Booker, Kevin Durant, on l'a pas vu tant que ça en série régulière. Peut-être que ça va être débloqué en playoff. Et donc là, tu auras toujours ta stratégie de non, on veut garder Gobert proche du panier, ok, pas de problème. Mais sauf que si c'est un pick and roll entre Booker et Durant et que Durant il va au pick and pop, ou alors il fait un écran glissé, ou alors il fait un écran fantôme, un ghost screen et il va directement au pick and pop. T'es bien gentil avec ton Gobert dans la raquette. Certes, tu verrouilles la raquette, hein, mais est-ce que Kevin Durant, s'il enchaîne 7 ou 8 pick and pop et qu'à chaque fois il a le décalage, est-ce qu'il peut pas te punir sur des pick and roll entre guillemets entre petits, entre extérieurs? Est-ce que c'est pas aussi pareil avec Devin Booker ou avec Grayson Allen ou avec Eric Gordon ou avec Royce O'Neal? Je pense, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de configurations possibles. Je pense qu'il y a des séquences small ball qui peuvent être très intéressantes pour essayer de maximiser ses chances face à la défense étouffante de Minnesota. Je pense qu'il y a aussi des séquences qui vont être intéressantes avec Nurkic, pour le coup. Défensivement, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un peu compliqué. Mais pour les Suns en général, je veux dire, au niveau de la défense intérieure, mais offensivement, je pense qu'il peut apporter des trucs. Et pas que sur le match-up. Oui, alors il peut aussi aller au poste bas. Parfois, contre certains match-up, et c'est pratique, c'est intéressant. Notamment, ça peut être intéressant. Que se passe-t-il si Chris Finch dit on met pas Gobert sur Nurkic? On veut pas. On veut le laisser en libéraux défensif, donc on veut pas le mettre sur le poseur d'écran principal. Toi, tu restes dans le corner. Et du coup, qui est sur Nurkic? C'est soit un ailier, soit Towns. Dans ces situations, ce que possède Nurkic, c'est le poste bas. Et c'est pas une source de création principale, et c'est pas le début de l'action, mais ça peut être un moyen de punir. Si vraiment Minnesota veut avoir Gobert en roamer, en safety, en libéraux, et donc pas un match-up direct sur Nurkic, ça veut dire un match-up a priori plus favorable, notamment pour du post-up, pour Nurkic. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Et puis, de l'autre côté du terrain, il y a des problèmes de défense intérieure à Phoenix. Il y a des problèmes. Mais c'est là-dessus où moi, j'aimerais beaucoup voir des line-up un peu plus petits pour en fait débloquer un peu plus de switch-all et un peu plus de défense dynamique, parce que avec Nurkic et son manque de mobilité, il y a un certain plafond, évidemment. On n'a plus le Nurkic top défenseur de Portland. Il est blessé, voilà, on le connaît. La protection du panier et de la raquette en général est un problème. Ok, mais ce qu'on a vu des derniers playoffs 2023, mais même avant à Brooklyn, c'est que Kevin Durant en deuxième rideau, c'est top. C'est vraiment top. Et de l'autre côté, les Wolves, c'est pas si bon que ça au niveau offensif. Et notamment au niveau offensif de demi-terrain, en plus. Donc il y a un côté, pour moi, où certains line-up et certaines configurations défensives des Suns peuvent totalement gêner et perturber l'attaque de Minnesota.
Bon, alors vous me direz, ils sont quand même 12e. Hein. 12e de... Ils sont un peu plus hauts qu'en milieu de saison. Ils sont 16e au global, 16e sur 30 à l'offensive rating global. Mais parce qu'ils ne doivent pas être si bons que ça en transition, ouais, ils sont 28e en transition, donc très peu de contre-attaque. Je pense à cause du personnel sur le terrain. Quand t'as deux gros, c'est moins facile d'aller souvent en contre-attaque. Mais ils sont quand même 12e en termes de demi-terrain. Mais comme dit aussi au tout début du podcast, 12e, là on n'est plus 12e sur 30. Là on est 12e sur 16 équipes de playoff. Grosso modo, c'est un peu caricatural, mais ça se passe comme ça aussi. Faut pas évaluer par rapport à 30 équipes. Il faut voir aussi que les standards, ils augmentent. Donc, quand tu es 12e de NBA, tu es plus 12e sur 30, tu es 12e sur 16. Donc, je pense que, voilà, au-delà des chiffres, si on met un peu de côté on met les stats de côté, pardon, on peut aussi constater dans le jeu que, oui, il y a certaines limites, un peu de création pure de cet effectif sur demi-terrain. Il y a aussi des flashs fantastiques de Anthony Edwards. Il y a Mike Conley qui fait beaucoup de bien, le pick and roll avec Gobert notamment, ou même la gestion du jeu. Il y a plein de très bons trucs. Mais, pour moi, on n'est pas sur une top attaque de demi-terrain de NBA cette saison. Donc, la bonne défense des Suns, potentielle, peut totalement le gêner. Vraiment, ça, j'y crois plutôt pas mal. Enfin, j'y crois. Ça peut être une possibilité. Est-ce que j'y crois que ça va se passer comme ça? Non. mais ça peut se passer comme ça. Donc voilà. Les Timberwolves, pas si impressionnants que ça, pas tout le temps. En tout cas, pas au niveau de certaines attaques d'élite de demi-terrain. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc à gratter aussi de ce côté-là. Ce qui fait, vous avez vu pas mal d'arguments pro Phoenix, pour le coup. Des arguments contre, c'est que d'abord, Phoenix, on les connaît, irréguliers, déjà, premièrement. Deuxièmement, aussi pour aller un peu sur Minnesota, il y a un truc sur demi-terrain qui peut être très bon, c'est le drive de Edwards. Parce que dans des configurations un peu plus petites, comme dans les plus grandes de Phoenix défensivement, ils ont du mal à protéger le panier. Ils ont vraiment du mal. Donc, je me dis, si on a le vrai bon Anthony Edwards, et pas celui qui prend 4 pull-ups à 3 points par match, pas celui qui s'arrête à mi-distance, mais pour moi, c'est typiquement la série où son drive peut tout faire basculer. Voilà, bienvenue dans Tout à basculer. Ça commence aujourd'hui. mais non, mais clairement, pour moi, c'est une série pour lui. C'est une série pour lui parce que on a potentiellement un des meilleurs drivers de NBA quand il va au panier. Enfin, on a un des meilleurs drivers de NBA quand il va au panier. Le problème, c'est qu'il s'arrête un peu souvent à mi-distance ou au pull-up et que ça, on n'aime pas parce que c'est moins rentable et qu'il n'exploite pas totalement ce qu'il peut faire. Mais si on a une série où il va souvent au panier et il y a la place, il y a vraiment la place, parce qu'il peut y aller face à son match-up direct contre n'importe qui. Il peut aussi y aller en ciblant Grayson Allen, en ciblant en des pick and roll avec Bradley Beal, par exemple, ou il peut y aller sur des pick and roll aussi face à Nurkic, ou face à du small ball. Il peut aussi y aller parce qu'en deuxième rideau, il y aura Durant, mais il n'y aura pas tout le temps Durant, il n'y aura pas que Durant. Donc là-dessus, oui, face à du small ball, il n'y aura pas tout le temps une aide de qualité au panier. Donc Edwards, premier point de bascule pour moi, offensivement pour les Wolves. Et puis, de l'autre côté aussi, mine de rien, la défense des Wolves, elle est quand même assez extraordinaire. J'ai un peu développé le potentiel des Suns. Il y a un aspect de shot-making. Il y a aussi un aspect peut-être qui n'a pas encore été déverrouillé de les pick and roll Booker Durant ou Booker Bradley Beal Durant, qui n'a pas totalement été débloqué. Un peu comme d'ailleurs les Warriors. Les Warriors qui avaient surtout sorti cette carte-là en quantité en playoff et pas tant que ça en saison régulière. À l'époque, Curry, le pick and roll Curry-Durant, c'était l'arme atomique réservée aux playoffs. Peut-être que ça va faire pareil pour Phoenix, mais attendez, la défense de Minnesota, ce qui est génial, c'est qu'elle a tout. Et notamment, la grande différence avec le Jazz, c'est que j'ai dit, bon, on peut imaginer des séquences en spacing maximal. Sauf qu'à l'époque du Jazz, ça faisait mal et ça marchait parce qu'on avait Gobert. Mais une fois que Gobert faisait sa rotation, derrière, ça suivait pas. Ça suivait pas. Les Mike Conley, les Mitchell, les Joe Ingles, les Royce O'Neal d'ailleurs, ou voilà, le personnel en défense off-ball du Jazz n'était pas au niveau. C'était la grande faiblesse, c'est qu'on avait un personnel très offensif plus Gobert. En saison régulière, ça passait. En playoff, on a vu que non. Le fameux match-up contre les Clippers, c'est Gobert, il fait son aide, il défend dans le corner sur Terrence Mann, il fait son aide au panier, ok, mais sauf qu'ensuite, personne vient aider celui qui aide. Personne fait la rotation. Et là, le truc,
c'est que c'est pas du tout le cas. Là, on a un des meilleurs, si ce n'est le meilleur effectif défensif de NBA, avec à la fois le meilleur défenseur intérieur, qui peut être sur pick and roll, qui peut être en roamer, en safety, mais en plus, on a tout autour. On a des mecs on-ball qui vont pas autoriser des lignes de drive faciles, donc ils vont contenir les pénétrations, les Anthony Edwards, même les Mike Conley, les Jaden McDaniels, même si on va chercher sur le banc aussi. Et puis surtout, on a aussi de la compétence off-ball. Et donc, moi, là, pour le coup, sur ces playoffs, le Jazz, à l'époque, Gobert faisait sa rotation et personne venait l'aider. Et personne faisait la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième rotation de la possession. Mais là, à Minnesota, ça va le faire. Ça va totalement le faire. Donc là-dessus, j'ai beaucoup moins de crainte. Même si Phoenix arrive à aligner des line-up un peu en spacing maximal, bah oui, Gobert fait sa rotation, mais sauf que derrière, il y aura quelqu'un pour l'aider. Et donc ça, c'est quand même assez génial. Et puis, autre aspect aussi, parce qu'on n'a pas aussi beaucoup parlé, mais un des atouts de Phoenix, qu'on voit depuis le début de saison, c'est leur capacité à être très bon sur rebond offensif. C'est une des équipes qui parfois peut être excellentissime sur rebond offensif. Le fameux jeu des possessions, on attaque à 3, à 4, à 5 le rebond offensif, on va chercher des possessions en plus. Ben, pour le coup, s'il y a bien une équipe qui est capable de résister un peu plus que la moyenne, c'est Minnesota. C'est Minnesota, parce que, on l'a dit, ils vont pas beaucoup en transition. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas aussi beaucoup en transition ? C'est parce qu'ils jouent avec des gros, et surtout, ils sécurisent d'abord le rebond défensif avant de partir en transition. Donc il y a ce choix qui est fait. La conséquence, c'est que oui, ils sont 28e sur 30 en termes de contre-attaque offensive, mais ils sont aussi élites pour protéger le rebond offensif. Donc là encore, c'est peut-être une arme où Minnesota aura une réponse. Donc, talent individuel, Minnesota a les défenseurs sur l'aile au point d'attaque pour contenir. Donc tu peux contenir Booker, tu peux contenir Bradley Beal, tu peux contenir Durant avec du McDaniels, du Edwards, etc. Le spacing maximal, tu peux te dire, ok, Phoenix peut avoir un spacing maximal avec du small ball, mais on a quand même les rotations, nous, derrière, défensivement, pour absorber ça. Et puis, même l'atout du rebond offensif, bah, finalement, Minnesota, ils sont quand même pas mal là-dessus. Donc il y a un peu réponse à tout, et c'est normal, hein, c'est la meilleure défense de NBA qui a littéralement tous les atouts dans sa manche. Donc, je pense que ça va pas se jouer là. Ça va pas se jouer forcément de ce côté-là du terrain. Pour moi, c'est à quel point est-ce que Phoenix peut gratter des points de ce côté-là, mais vient surtout du shot-making, du mouvement, mais aussi du shot-making. Est-ce que sur 7 matchs, ils peuvent en avoir 3 ou 4 avec un shot-making un peu absurde, mi-distance sur la création, mais aussi, d'ailleurs, à 3 points, sur les catch and shoot. À quel point est-ce qu'ils peuvent gratter des points et des victoires là-dessus. Et puis, l'autre point de bascule, comme on l'a dit, c'est l'attaque des Timberwolves contre la défense de Phoenix. Je pense que je vais partir. Je vais dire... Je sais pas. J'allais dire Minnesota 55-45, mais quand même, les Suns, ils me plaisent. Les Suns me plaisent beaucoup. Je vais dire 50-50. Ah non, mince, du coup, je peux pas faire je peux pas faire la suite de mon bracket. Non, je sais pas. Pour moi, l'upset est pas loin. L'upset est pas loin, et c'est pas contre Minnesota, c'est une question de match-up, en fait. Si ça avait été les Pelicans, ok, merci, bonsoir, Minnesota passe facilement pour moi. Si ça avait été, qui est-ce qu'on a d'autre ? Les Lakers, je pense que oui, ça passait aussi relativement facilement, quoi. Là, je ne sais pas. Il faut faire un choix, Guillaume. Il faut faire un choix. Est-ce qu'on fait confiance à la théorie ? Est-ce qu'on fait confiance au concret de l'état de forme ? Allez, je vais dire Minnesota 51. 51-49. Est-ce que je suis satisfait de ce choix ? Non. Mais partons là-dessus. Et donc, on va essayer de finir le bracket assez facilement. Assez rapidement, plutôt. Parce qu'on est déjà très long et il faut que j'aille prendre mon café, parce que là, il est très tôt ce matin. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.